Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse sectorielle ici de l'industrie de l'automobile ici, donc l'industrie automobile aux États-Unis, d'accord. Ça, c'est une note qu'on vous a envoyée, enfin que j'ai envoyée aux abonnés, la newsletter premium, enfin pas premium, mais la newsletter gratuite ici. So, on va la lire, on va la commenter, ok. Donc, on va voir, ça nous prépare ici à peu près à voir à peu près comment ça se passe au niveau de ce secteur-là aux États-Unis, mais également ça vous donne une idée de générale de comment ça pourrait se passer également en Europe. Ok. Donc on y va. Donc les ventes de véhicules aux États-Unis ont enregistré une progression exceptionnelle sur 12 mois à la fin du mois de septembre 2022. Donc le dernier mois où on a pu avoir ce genre d'informations là, d'accord. Donc le dernier mois pour lequel des données étaient disponibles auprès de tous les constructeurs. Donc les volumes non corrigés ayant augmenté de 9,5% par rapport à 2021 pour atteindre environ 1,1 million d'unités. En cumul annuel, cependant, les volumes sont en baisse de 13% à environ 10,1 millions de véhicules. Bien que la demande soit présente, l'industrie continue de souffrir de pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les puces électroniques qui contrôlent de nombreuses fonctions essentielles des véhicules modernes. Bien qu'il y ait une certaine amélioration sur ce plan, les progrès ont été très lents et il semblerait que la pénurie ne sera pas entièrement résolue au courant de l'année 2023. Donc, c'est quelque chose qu'on a entendu tout le temps en 2022, d'accord. Donc, pénurie, retard au niveau de la chaîne d'approvisionnement, etc. Pénurie des semi-conducteurs en passant. Donc, c'est pas quelque chose qui va être. C'est ça qui a également poussé certaines véhicules, voilà, certains véhicules ici, les prix ont augmenté parce que la demande était élevée, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être résolu en 2023. Mais voilà, il faut faire attention. On n'aura pas les mêmes volumes qu'on a connus précédemment. Et également, on n'aura pas à peu près le même pricing qu'on a connu précédemment. OK? Parce que les conditions également sont différentes. Donc, quelles sont les perspectives de bénéfices pour 2022 et 2023? Quand je dis 2022, parce que les résultats annuels ne sont pas encore publiés ici. D'accord? Donc, avec une offre limitée et une demande élevée, les marges ont atteint des niveaux records, voire presque. Donc, en effet, les constructeurs automobiles étudiés dans ce dossier ont vu leurs bénéfices plus que doubler en 2021 pour atteindre un peu moins de 70 milliards de dollars. Quand on dit étudier dans ce dossier, généralement, par rapport à la note en question, donc il y a Toyota, il y a General Motors, il y a Ford, il y a comment on appelle ça, Hyundai, il y a également Ferrari, d'accord, il y a Mercedes-Benz. Donc, et à peu près les entreprises qui ont été étudiées dans ce dossier-ci. Okay. Et je rappelle que la note ici dépend de mes différentes lectures à gauche, à droite. D'accord. Donc, vous pouvez retrouver, enfin, pas que vous pouvez retrouver, mais la plupart du temps, par exemple, l'industrie, l'association des entreprises exerçant dans le secteur automobile aux États-Unis existe, d'accord. Ils ont un site web, vous pouvez aller regarder les informations de ce côté-là, ou bien également ces informations-là, vous pouvez les recouper sur certaines entreprises comme General Motors ou bien Ford qui donnent généralement des informations par rapport à l'état de l'industrie, d'accord. Donc, on continue ici. Alors, ce chiffre est également remarquable dans la mesure où il est supérieur d'environ 118% à celui de 2019 avant la pandémie. Quand on dit 118%, c'est-à-dire que les bénéfices nets ont presque doublé. On parle de 70 milliards, donc ça veut dire qu'en 2010, on était aux alentours de 35 milliards. Et vous pouvez le voir, la plupart des industries, la plupart des entreprises dans ce secteur d'activité ont connu des périodes assez exceptionnelles, d'accord. Aucune, je dis toutes les entreprises sans exception, inclus Tesla, etc. C'est pour ça que je vous dis généralement que Tesla, est-ce que les marges vont rester identiques, d'accord. Ou bien comment on appelle ça, est-ce que les bénéfices nets qu'on a connus par le passé vont rester à peu près au même niveau en termes de marge, ok. Donc, si vous pouvez regarder au niveau de, comment on appelle ça, Ford ici, on a connu une belle période, donc je vais mettre juste ça comme ça. Je vais mettre, ça c'est General Motors, je mets Ford juste pour les moins intéressantes, parce que personnellement, ce pas des entreprises qui sont intéressantes selon moi, en tout cas au niveau de Ford. Ford et General Motors, c'est très compliqué. Vous voyez qu'on a connu des périodes assez exceptionnelles. Je vais mettre les 3 dernières années ici. On a une évolution. Je pourrais également prendre du Volkswagen. D'accord. Volkswagen, c'est VOW. Donc VOW ici, on le prend, on le met là. Voilà, donc Volkswagen ici, on voit à peu près qu'on est là, d'accord, une période assez élevée également. On peut également prendre du Stellantis STLA, d'accord. Stellantis, bon, je vais prendre celui qui est aux États-Unis ici. On connaît également une année exceptionnellement élevée. Donc, si je prends les 10 dernières années ici, vous constatez que voilà, la période actuelle, juste là, c'est assez élevé par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Ok, donc il faut faire attention. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. Parce que, ok, plus tôt dans l'année 2022,
L'on s'attendait à ce que le revenu net connaisse une nouvelle progression, quoique plus modeste. Donc, c'est ce qu'on les attentes en 2022 étaient voilà, à ce niveau-là. Donc, on attendait à ce que les revenus continuent à croître, quoique plus modestement qu'en 2021. Mais le paysage économique a considérablement changé depuis, plus particulièrement avec la Réserve fédérale qui augmente rapidement les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. Le coût d'un prêt automobile a également bondi. Si l'on ajoute à cela des prix unitaires plus élevés et des milliers de dollars d'ajustements commerciaux, de nombreux acheteurs potentiels de voitures neuves sont contraints d'aller voir ailleurs. De plus, les actions de la Réserve fédérale ont augmenté la possibilité que les États-Unis entrent en récession, ce qui pèserait davantage sur la demande. Comme je vous l'ai dit ici, l'augmentation des taux d'intérêt ici agit directement sur l'économie, notamment au niveau des prêts, au niveau ici de l'immobilier, au niveau des prêts automobiles également, ici ça joue énormément. Ok, donc encore plus si on prend en considération l'augmentation des prix unitaires, comment on appelle ça, les retards dans la chaîne d'approvisionnement, la pénurie des semi-conducteurs. Donc, certaines personnes qui voulaient acheter des voitures se sont rabattues sur les voitures d'occasion parce que voilà, elles sont moins chères et par rapport, enfin, je ne dis pas que les taux d'intérêt sont moins élevés, mais voilà, la charge est moins élevée. Ok, donc vous allez voir que les entreprises qui ont exercé dans ce segment d'activité-là, je pense que vous les connaissez, donc on va juste faire ça comme ça. Donc dans le segment ici des, des voitures d'occasion, vous avez CarMax, une très belle entreprise qui va souffrir actuellement, mais qui a le potentiel d'être un grand gagnant à long terme. Donc, quand on prend les net income ici de CarMax, quoique CarMax, il faut la regarder d'une certaine façon. Parce que si vous regardez les free cash flow de cette compagnie, si vous allez manquer énormément d'informations, elle a une comptabilité très particulière, surtout au niveau des free cash flow. Vous aurez tendance à voir ce genre de choses-ci. Mais allez-y bien regarder les free cash flow. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Peut-être qu'on va en parler quand je vais faire l'analyse de CarMax ici, parce que c'est une entreprise extraordinaire. C'est une très belle entreprise. Donc, vous voyez que CarMax ici a connu une année exceptionnellement élevée. Donc, je prends ici en termes de margin ici, donc on va prendre ça. Ok, donc les marges sont plutôt restées stables ici, mais les volumes ont drastiquement augmenté. C'est pas une acquisition. Donc, je ne pense pas que ce soit une acquisition ici. Déjà, on va vérifier ça. Est-ce qu'on a fait une acquisition à cette période-ci? Voilà, parce que c'est un peu très... Quand ça monte comme ça, voilà. C'est une acquisition, il y a une 200 millions. 200 millions, une acquisition de 200 millions, ne font, si on fait une acquisition de 200 millions, on ne gagne pas 13 milliards en supplément, non. Donc, on a fait une petite acquisition de 200 millions ici, d'accord? Mais ce n'est pas ça qui a eu cet impact ici. OK? Donc, vous avez vu également qu'une entreprise comme Carvana a connu une période exceptionnellement bonne. D'accord? Maintenant, elle se met à souffrir en date d'aujourd'hui. Carvana. Donc, ça sont les détaillants de voitures, de voitures d'occasion. OK? Donc, ça sont les détaillants de voitures d'occasion. Vous allez également voir des entreprises qui financent les voitures d'occasion, comme Ali Financial. Ali Financial a connu également une période exceptionnelle, mais qui va tendre à diminuer en date d'aujourd'hui parce que voilà, le taux d'intérêt augmente, la charge augmente également pour les différents clients, donc là on aura un ralentissement ici des volumes. Donc ce genre d'entreprise, ils ont connu des périodes assez exceptionnelles. Je pense également aux vendeurs d'automobiles, donc les concessionnaires comme AutoZone, magnifique. Mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut qu'on se pose au niveau d'AutoZone. Quand je regarde les marges ici au niveau d'AutoZone, on constate qu'ici, on a une augmentation des marges, on a 14% ici. Il faudrait qu'on revienne à la moyenne, même si on pense qu'on a une augmentation des marges sur cette période-ci. OK? Mais cette période-ci est assez exceptionnelle pour ce genre d'entreprise. Donc, toute l'industrie a mangé. Tout le monde a bénéficié de quelque chose. D'accord? Il faut donc faire attention quand vous allez essayer de faire des analyses de toutes les entreprises qui sont liées au segment de l'automobile. Parce que les résultats de 2020, 2021, 2022 sont, à mon avis, biaisés. D'accord? On revient sur la note. Donc, c'est souvent important de savoir à peu près ce qui se passe sur l'industrie. Ça vous donne une idée générale de comment est-ce que vous allez aborder les différents investissements. Donc, vous pouvez commencer sur une entreprise et monter au niveau de l'industrie, d'accord? Pas juste commencer sur l'industrie pour descendre au niveau de l'entreprise. Moi, je préfère vraiment commencer par une entreprise. Par exemple, si je commence à étudier Coca-Cola, je commence par Coca-Cola, après je vais m'intéresser à l'industrie des soft, des boissons gazeuses ici, etc. OK? So, on continue la note. Donc, en conséquence, de nombreuses entreprises ont réduit leurs estimations de bénéfices nets. Les bénéfices globaux devraient diminuer d'environ 5% en 2022 pour s'établir à environ
66,7 milliards de dollars contre 73,7 milliards de dollars précédemment. Pour l'année 2023, les estimations ont été réduites de 8 milliards de dollars pour atteindre un peu moins de 81 milliards de dollars. Donc, soit une augmentation en 2023. Prévision, attention, il faudrait cependant que beaucoup de choses se passent bien, notamment que les États-Unis évitent un ralentissement économique majeur et que la disponibilité des pièces soit plus grande, ce qui n'est pas garanti. D'accord? Donc, il y a de fortes chances que toutes les entreprises dans le secteur automobile souffrent. Je pense même que ça a déjà commencé depuis longtemps. Donc, privilégiez les entreprises ici qui ont le moins de dettes possible. D'accord? Et je vous ai montré sur les vidéos précédentes ici où je parlais des différentes entreprises. On a fait General Motors, on a fait Ford, on a fait Toyota, on a fait, comment on appelle ça? On a fait l'entreprise, je pense que c'est BMW, d'accord? So, vous avez déjà ces exemples-là. Vous pouvez également aller voir avec Stellantis, etc. Parce que tout se comporte de la même façon. OK? Donc, il ne fait aucun doute, donc le passage à la voiture électrique, qu'est-ce qu'on en dit ici? Donc, il ne fait aucun doute que les véhicules électriques deviendront un jour le mode de transport dominant, notamment en Amérique du Nord, d'accord? Parce qu'en Afrique, en Amérique latine, ça va être un peu plus compliqué. Mais les gros payeurs, généralement, au niveau des voitures, nous, en Afrique, nous, on aime les voitures d'occasion, ne vous inquiétez pas pour nous. Donc, la vraie question est de savoir comment y aboutir. Bien que les véhicules électriques présentent de nombreux avantages, zéro émission, coût de carburant et d'entretien réduit, fonctionnement plus silencieux et accélération plus rapide pour n'en citer que quelques-uns. Attention, au niveau du coût d'entretien, quel est l'impact que ça aura au niveau des garages, au niveau des vendeurs de pièces détachées? J'en parle maintenant. C'est quelque chose qui pourrait survenir dans les 5 à 10 prochaines années. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à voir comment est-ce qu'on prend le virage. Parce que ces éléments-là sont présents en date d'aujourd'hui. Quand vous voyez les investissements massifs dans le domaine des voitures électriques, ce n'est pas demain que vous allez commencer à vous poser des questions sur des compagnies comme AAP, d'accord, AAP, donc Advanced Auto Parts, ou bien des compagnies comme GPC, qu'on a étudié dernièrement, Genuine Parts, donc GPC, c'est ça, d'accord, GPC. On a étudié GPC dernièrement, donc la vidéo est disponible sur la chaîne également ici. Donc GPC, c'est le moment de se poser les questions. Comment est-ce qu'elle va prendre le virage électrique? OK? So, on revient sur la note ici. Alors, on était à quel niveau? Électrique, d'accord, ok. Donc, il est présent encore plus important donc, parmi tout ceci. Ok. Donc, zéro émission, réduit, ok, pour n'en citer que quelques-uns. Ok. Il présente un nombre encore plus important de défis. Bien qu'il y ait des avantages, il y a également un nombre important de défis. Parmi ceux-ci, citons un coût d'achat plus élevé, une autonomie relativement limitée. Je sais qu'on va me parler de Tesla, etc., mais d'accord. Une pénurie de stations de recharge sur la route et un manque d'espace de recharge de nuit pour les citadins, dont l'infrastructure est à bâtir de zéro. Et ce n'est pas tout. Parce que là, on a souvent tendance à parler des bons côtés, mais également, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des investissements massifs qui doivent être pris en considération. Ensuite, il y a la question primordiale, à savoir si le réseau énergétique national, déjà surchargé dans certaines régions des États-Unis, est en mesure de répondre à la demande supplémentaire. Et si ce n'est pas le cas, l'augmentation proportionnelle des coûts de l'électricité va-t-elle annihiler les économies escomptées? Il faut le voir. Oui, voiture électrique, mais quel est le problème que ça va poser au niveau de la surcharge sur un réseau qui est déjà assez surchargé à l'origine? D'accord? Les compagnies, voilà, les utilities, est-ce qu'elles ne vont pas être poussées à faire des investissements massifs pour améliorer ce réseau-là? Donc, vous qui aimez les utilities par rapport aux dividendes, etc., ce sont des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Hein. Il n'y a pas de free cash flow là-bas. Et s'il vous plaît, n'allez pas me dire que oui, on investit pour le futur, mais ça fait 40 ans qu'on investit pour le futur. Ça me donne, à un moment donné, il faut ralentir. Il y a très peu d'entreprises dans ce secteur-là qui valent la peine. D'accord? La plupart augmentent les dividendes, c'est vrai, mais également elles se financent derrière en émettant de nouvelles actions, en émettant de la dette. Regardez bien les chiffres, il faut les prendre en considération. Tout est beau aujourd'hui, mais quand ça va commencer à tourner au vinaigre, au moins, vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Et les chiffres et comment on appelle ça, les éléments sont là aujourd'hui devant vous. C'est maintenant qu'il faut commencer à les prendre en considération. Ce n'est pas demain. OK? Donc, est-ce que les coûts liés à l'électricité ici ne vont pas annihiler les économies escomptées? Point d'interrogation. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. En Europe, qu'est-ce qu'on en dit?
Qu'est-ce qu'on fait? On parle aujourd'hui de problèmes au niveau de l'énergie. Comment est-ce que ça va se passer? Je pense qu'on va redémarrer les centrales nucléaires en France ou en Allemagne. Ça va pas, parce que ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué d'assumer tout ceci. OK? Donc, au niveau de l'infrastructure, on va devoir dépenser énormément d'argent. Déjà, quand on arrive dans une économie où voilà, on parle d'inflation, etc., ça devient compliqué. Donc, vous voyez que oui, le futur semble être radieux, mais ça vient également avec des petits soucis. Parce que regardez, le PDG de Toyota, d'accord, dit que la majorité silencieuse a des doutes par rapport à la poursuite du tout électrique uniquement. Donc, même eux, les constructeurs automobiles, ont des doutes par rapport au tout électrique. D'accord? Parce que ce n'est pas, en tout cas à l'état actuel des choses, ce n'est pas viable. Je ne dis pas que ce n'est pas viable à long terme, mais il faut massivement investir aujourd'hui. Or, il y a énormément de pression déjà. Je dis bien, il y a énormément de pression déjà uniquement à la construction des usines. On ne parle même pas de l'infrastructure. Donc, ça reste maintenant un problème. Ce sont les États qui vont devoir dépenser de l'argent pour ça, accorder des intéressements pour que les gens dépensent de l'argent dans ces segments-là. Donc, on revient ici. De nombreux constructeurs automobiles ont annoncé qu'ils étaient prêts pour la transition. Mais les acheteurs se manifesteront-ils? Si l'on se limite à Tesla, qui ne cesse de vendre toutes les voitures qu'elle peut fabriquer, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Et s'il vous plaît, quand on parle de Tesla, je ne parle pas du prix de l'action ici. Je parle de l'entreprise quand on regarde les chiffres au niveau des volumes. Tout ce que Tesla fabrique, elle les vend directement. La demande est élevée. Même jusqu'à présent. C'est le prix qui était démesurément élevé. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Donc pour ceux qui veulent discuter sur Tesla, parlons de chiffres, parlons de marge. Mais ne parlons pas du prix de l'action. Ça n'a rien à voir. Parlons de valeur, parlons de prix. D'accord? Et je vous ai dit qu'il y a une différence entre la valeur et le prix. Le prix était à 600, 400. Est-ce que ça valait ce prix-là? Est-ce que Tesla valait 1 trillion? Non, sûrement non. Et là, c'est même pas une discussion. Donc, mais ce constructeur de voitures tout électriques est un cas à part. D'accord? Dans l'ensemble, les ventes de véhicules électriques ne représentaient que 4,5% du marché américain en 2021. Tesla détenant une part impressionnante de 70%. Mais avec la concurrence qui arrive, ça va être de plus en plus compliqué. OK? Mais Tesla va connaître. Voilà, en termes de croissance de volume ici, ne vous inquiétez pas pour Tesla. Le catalyseur qui mènera à l'adoption généralisée des voitures électriques, qu'il s'agisse de taxes de plus en plus prohibitives sur l'essence, de mesures incitatives parrainées par le gouvernement. Donc, quand on dit mesures incitatives, c'est-à-dire, par exemple, quand on vous accorde ici des rabais, si vous achetez une voiture électrique, le gouvernement vous accorde un crédit supplémentaire, des choses comme ça. Donc, de l'interdiction pure et simple des moteurs à combustion interne ou d'autres choses. Reste à voir, d'accord? Donc, le catalyseur qui mènera à l'adoption généralisée des voitures électriques reste à voir. Pour le moment, c'est encore flou à ce niveau-là. Ce qui semble relativement certain cependant, c'est qu'il y aura une longue période d'ajustement pour la plupart des fabricants. S'il est impossible de désigner un vainqueur aujourd'hui, il semblerait que Tesla ait un net avantage compte tenu de la popularité de ses offres et de sa capacité avérée à augmenter rapidement la production. Tesla ici a ce qu'on appelle un first mover advantage. Donc, ils ont été les premiers à faire le premier pas. Et aujourd'hui, les autres doivent se rattraper. Et pour se rattraper, ils doivent investir massivement dans l'outil de production. Et ça ne prend pas 2 jours. Ou bien ils vont devoir adapter l'outil de production actuel pour essayer de fabriquer quelque chose qui a du sens, mais ça ne sera pas aussi efficient que Tesla. Donc, il y a un first mover avantage qui est là. Mais ce n'est pas durable à long terme. Parce que tout le monde, voilà, sur 5-10 ans, ça disparaît. Donc, Tesla va profiter aujourd'hui et doit tout faire pour essayer de combler la plupart des marchés. Donc, semi-conducteurs, excusez-moi, les citadines, les voitures haut de gamme, donc disons les voitures de ville haut de gamme, comment on appelle ça, les camions, d'accord, les semi-remorques, etc. Et également, ils ont leur truc là, leur fameux Cybertruck, etc. Je sais pas si ça va fonctionner ou quoi que ce soit, mais voilà des choses qui pourraient à peu près commencer à voir en date d'aujourd'hui. Donc, eux, ils sont prêts déjà à construire ça sur un horizon à peu près de 3 à 5 ans par là, pendant que les autres sont encore au niveau des investissements massifs pour au moins pouvoir avoir les mêmes usines, des usines aussi efficientes que Tesla. D'accord? Et encore, quand vous construisez, il faut encore une période d'adaptation, etc. Vous n'avez qu'à voir les problèmes que Tesla rencontre aujourd'hui en Allemagne. C'est pas évident. Donc, il faut
il faut prendre, voilà, il faut, comment dire ça, il y a des ajustements encore à faire au niveau de la productivité, mais ils sont clairement en avance à ce niveau-là. Mais attention, les Chinois, les Japonais, il ne faut pas les négliger. Même les Chinois, il ne faut pas les négliger d'ailleurs. D'accord. Donc les Japonais également, ils ont conquis le monde justement parce ils étaient très très efficients. Ils pouvaient produire des voitures des bonnes voitures, bonnes, fiables, à très moindre coût. D'accord. Donc ils l'ont prouvé par le temps. C'est pour ça que vous allez voir, les marges de Toyota ne ressemblent pas aux marges de General Motors. C'est très, très différent. Donc, Toyota a également un avantage dans la mesure où ses excellents résultats en matière de véhicules hybrides pourraient constituer une solution intermédiaire populaire pendant la transition. Donc, voiture hybride, donc essence électrique ou bien hydrogène à combustion. Donc, à vous de voir. Donc, l'hydrogène, je ne sais pas trop quoi penser. D'accord. Mais la voiture hybride a un certain avenir, au moins pour, voilà, les 10 prochaines années. OK. Donc, et Toyota est très bien positionné déjà à ce niveau-là. Ça peut être une solution à court terme. Donc, en conclusion, et évidemment, quand on parle ici de voitures électriques, on parle également ici des pneus. Et ça nous permet de faire la relation ici avec Michelin, parce que les voitures électriques pèsent énormément. Donc, ça demande des pneus plus spécialisés. D'accord. Et si ça demande des pneus plus spécialisés, bah, le prix est plus élevé. Donc, c'est tout bénéf pour des entreprises comme Michelin. D'accord. Maintenant, au niveau de la voiture hybride, je pense que c'est à peu près la même chose. Le poids est toujours assez élevé à ce niveau-là. Bref, en conclusion, les investisseurs conservateurs doivent toutefois être conscients du risque économique élevé à court terme. C'est la raison pour laquelle il faut privilégier uniquement les meilleurs dans ce segment-ci. Je vous ai donné une petite liste. Volkswagen, Mercedes-Benz, on pourrait rajouter Porsche également, BMW Group, Stellantis, vous avez également Toyota, vous avez Ferrari, Ferrari que je préfère parmi toutes ces entreprises-là, parce que Ferrari a un pricing power certain, d'accord? Et Tesla, oui, j'ai mis Tesla sur la liste, parce que Tesla mérite une place sur cette liste-là, d'accord? So, également, s'il y a des notes d'analyse, on a des notes d'analyse disponibles ici à la demande pour les abonnés ici de Top Picking, donc la newsletter, pas la newsletter premium, pas celle à $0. Ok, donc on a toutes ces entreprises-là qui sont disponibles ici. Enfin, ça pourrait être disponible. Donc voilà les entreprises à peu près sur lesquelles je vais me concentrer si ce secteur-ci m'intéresse. Il n'y a pas de Renault dedans. Je n'ai pas mis des entreprises comme Nissan ou bien Honda. C'est pas que je ne les elles ne sont pas bonnes ni quoi que ce soit, mais je n'ai pas regardé. Mais Renault, c'est sûr que non, non, non. Je préfère éviter ça parce que en termes c'est trop compliqué une analyse sur Renault. OK? Donc, voilà à peu près la note d'analyse ici concernant le segment automobile. Donc, il me semble qu'après avoir lu celle-ci, vous savez à peu près que 2023 sera très compliqué. 2024 peut-être, mais à long terme, qui va performer? Est-ce que c'est l'entreprise aujourd'hui qui a le plus de dettes ou bien qui a le moins de dettes possible, qui a déjà commencé à investir massivement? Donc, il y a plusieurs défis ici à relever. Il faut absolument, absolument que les entreprises soient prêtes, aient au moins les reins solides en date d'aujourd'hui pour pouvoir effectuer ces investissements massifs-là. C'est pour ça que je dis que le cash que Stellantis a présentement en banque, c'est un cash qui va être utilisé pour aller dans le tout électrique. Okay? Et encore, le tout électrique demande l'infrastructure qui va avec. Donc, on va peut-être privilégier la partie hybride. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis. Je pourrais également me tromper, mais voilà. Si vous voulez avoir accès à cette note-ci, c'est la newsletter premium dans la description de la vidéo ici. La newsletter gratuite dans la description de la vidéo, elle est à $0. D'accord? Vous pourrez y avoir accès. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et je pense qu'à partir de maintenant, vous savez à peu près à quoi vous en tenir par rapport au segment automobile. C'est vrai qu'on a parlé des États-Unis, mais vous allez voir que vous pouvez faire le parallèle avec l'Europe. Ce n'est pas très différent. OK? Merci.